Je n'ai jamais aimé les lieux qui ferment, les portes qu'on claque, les serrures qu'on change, les boîtes qu'on vide, comme si la mémoire devait se plier, se tasser, disparaître. Pourtant, ce matin-là, je me suis rendue à l'ancien centre postal de Bordeaux, celui dont on disait qu'il allait être dissous, démantelé, réorganisé, un mot moderne pour une disparition lente. J'y allais pour une raison très simple, presque respectable. J'avais été appelée comme restauratrice. On m'avait parlé de meubles anciens, de casiers en bois, de cadres de tri qui avaient servi des décennies et dont on voulait sauver quelques pièces avant la fermeture définitive. Dans mon atelier, je redonne un souffle aux choses muettes, des toiles blessées par le temps, des cadres fendus, des vernis jaunis qui cachent la lumière. Je croyais venir pour cela, je ne savais pas que j'allais y retrouver une version de moi-même que j'avais enterrée proprement. Le bâtiment avait cette odeur de papier ancien et de poussière chaude, comme un grenier où l'on aurait oublié d'ouvrir les fenêtres depuis des années. Les néons tremblaient, fatigués. Un responsable m'a guidé jusqu'à une salle latérale où s'alignaient de vieux meubles de tri, hauts comme des autels, leurs tiroirs numérotés, leurs poignées polies par des milliers de mains. « Prenez ce que vous voulez sauver, madame, sinon tout partira. » Je les remerciai avec ce sourire que j'ai appris à porter dans les endroits officiels, un sourire qui ne demande rien, qui n'exige pas, qui se contente. À 65 ans, on vous regarde souvent comme si vous étiez une parenthèse, mais mes mains, elles, n'ont rien d'une parenthèse. Elles savent, elles voient, elles sentent la fragilité d'un bois, l'épaisseur d'une colle ancienne, le poids d'un secret dans une charnière. Je me suis approchée d'un grand meuble en chêne, splendide malgré ses cicatrices. Un meuble qui avait dû connaître des étés de canicule, des hivers humides, des déménagements, des coups. En glissant mes doigts sous le rebord d'un cadre intérieur, j'ai senti une résistance. Quelque chose n'était pas à sa place, comme quand on effleure une toile et qu'on devine sous le vernis une retouche maladroite. J'ai demandé un tournevis. On m'en a trouvé un, trop léger, presque un jouet. Je n'ai rien dit. Je me suis mise à l'ouvrage avec cette patience silencieuse qui est la politesse des artisans. La vis a cédé, le cadre a légèrement basculé, et derrière, coincée comme une feuille tombée dans une fente de temps, une enveloppe est apparue. Une enveloppe fine, jaunie, sans timbre visible, comme si elle n'avait jamais voyagé. Elle portait mon prénom, Clara. Je n'ai pas tout de suite ouvert, j'ai d'abord regardé mes mains. Je les ai vues trembler très légèrement, pas de peur, non, plutôt comme si un courant froid remontait du passé. Autour de moi, la salle continuait de respirer, indifférente. Un chariot grinçait au loin. On entendait une conversation étouffée derrière une porte. Le monde poursuivait sa petite routine, tandis que mon cœur, lui, faisait un pas en arrière de 40 ans. Je me suis assise sur une caisse en bois. C'était ridicule et nécessaire à la fois. J'ai posé l'enveloppe sur mes genoux, comme on poserait une relique fragile. L'écriture, je l'ai reconnue avant même d'avoir lu. Une écriture penchée, nerveuse, mais élégante, une écriture d'homme jeune qui veut paraître sûr de lui. Les lettres étaient fines, pressées, comme si la main courait après l'urgence. En haut, une date, 14 juillet 1986, le jour où tout s'était brisé dans ma mémoire. Julien. Ce prénom a traversé ma poitrine comme une musique qu'on n'a pas entendue depuis trop longtemps, une musique qu'on croyait oubliée, mais dont le corps se souvient. Julien, celui que j'avais aimé avec cette confiance totale que j'avais à 25 ans, quand on croit que le monde est grand et que les sentiments suffisent à traverser. Dans ma version officielle de l'histoire, celle que j'avais répétée, polie, rangée, Julien était celui qui m'avait trahi, celui qui aurait accepté de l'argent pour partir, celui dont l'absence avait servi d'argument à toutes les leçons familiales. Tu vois, Clara, l'amour, ça ne nourrit pas.
et j'avais hoché la tête, 1 jour, puis 100 jours, puis 40 ans. Je suis veuve depuis longtemps. Dans mon atelier, je vis entourée de lumière douce, de pigments et de silence choisi. J'ai une petite vie réglée, presque belle. Mais cette enveloppe venait de fissurer la vitre. Je l'ai retournée. Sur le rabat, un peu de cire sec, comme une promesse qui n'a pas eu le temps d'être tenue. Je pouvais encore la refermer, la remettre à sa place, faire comme si je n'avais rien vu. On peut vivre très correctement en évitant certaines portes. Mais il y avait quelque chose ce matin-là, l'impression que je n'étais pas moi qui avais trouvé la lettre, mais la lettre qui m'avait enfin retrouvée. J'ai glissé l'ongle sous le bord, le papier a cédé avec un petit soupir. À l'intérieur, une feuille pliée en 2, une seule, pas de pages, pas d'explications interminables, juste l'essentiel. Julien n'a jamais su parler longtemps, il disait peu, mais chaque mot tombait juste. Je n'ai pas encore lu, pas vraiment, je me suis contentée de tenir la lettre ouverte, comme on tient une lampe avant d'oser l'allumer. Dans le reflet tremblant d'une vitre poussiéreuse, j'ai aperçu mon visage, une femme de 65 ans, élégante malgré la fatigue, les cheveux ramenés avec soin, une écharpe discrète. Et derrière ce visage, l'ombre de la jeune fille que j'avais été, celle qui attendait au bord d'un été, persuadée que l'amour avait un rendez-vous. J'ai inspiré lentement, l'air sentait le papier, le bois et une pointe de métal froid. Et soudain, dans cette salle abandonnée, j'ai compris quelque chose de simple. Si je lisais cette lettre, je ne pourrais plus vivre avec la même histoire. Alors j'ai baissé les yeux et j'ai commencé. Le papier avait cette fragilité particulière des choses qui ont survécu contre toute logique. Il craquait à peine, comme une feuille qui aurait appris la discrétion. J'ai lu d'abord la première ligne, puis je me suis arrêtée. Non par manque de courage, mais parce que mon esprit cherchait instinctivement une phrase qui confirmerait l'ancienne version, une excuse maladroite, une rupture, un adieu sec. À la place, il y avait mon prénom, écrit comme on le prononce à voix basse au bord d'une confidence. Clara. Si tu lis ceci, c'est que le hasard a enfin cessé d'être cruel. J'ai senti déjà la bascule. Cette sensation étrange, presque physique, quand une vérité s'approche et que le corps la reconnaît avant la tête. Mes doigts tenaient la feuille comme on tient une photographie qu'on n'ose pas regarder en plein soleil. Julien ne me quittait pas. Il m'attendait. Il parlait d'une bague, non pas comme d'un objet, mais comme d'un geste, une promesse simple. Il écrivait qu'il avait préparé quelque chose de précis, un départ, une vie à 2, loin des regards, loin des mains qui verrouillent. Et surtout, il écrivait qu'il savait que mon père surveillait nos allées et venues, nos appels, nos silences. Il ne le formulait pas avec des mots violents, il écrivait seulement « Ton père a l'art des portes fermées ». Cette phrase m'a fait mal parce qu'elle était juste. Mon père n'a jamais élevé la voix pour imposer son monde. Il suffisait qu'il se tienne là, impeccable, dans son costume sombre, pour que tout se range. Puis, au milieu de la lettre, une phrase a tout cassé. Julien mentionnait le rendez-vous du 14 juillet, celui que j'avais attendu au mauvais endroit. Il m'expliquait qu'il avait changé le lieu à la dernière minute et qu'il avait tenté de me prévenir, mais qu'il craignait que le message ne me parvienne pas. Alors il avait glissé cette lettre dans un endroit sûr, persuadé que je la récupérerais grâce à un employé complice de la poste centrale. Je relisais, incrédule. Mon cerveau refusait de prendre la mesure de ce détail, parce que ce détail, s'il était vrai, réorganisait 40 ans. 40 ans d'amertume disciplinée, 40 ans à dire « c'est ainsi », 40 ans à croire que j'avais été abandonnée comme on jette une fleur fanée. Et soudain, un homme, cet homme, me parlait non d'un abandon, mais d'un projet. Il y avait aussi ce passage qui m'a brûlé d'un feu très calme. Il évoquait l'argent, pas comme une tentation, mais comme un piège qu'on lui tendait. Il écrivait qu'on lui avait fait croire que j'étais protégée et que pour mon bien, il devait s'éloigner. Il disait « Je n'ai rien pris, je ne voulais rien prendre, je voulais seulement toi ». La salle autour de moi s'est éloignée. Les néons, les bruits, les pas, tout devenait lointain, comme si j'étais au fond d'une piscine et que le monde vivait derrière une surface épaisse. J'ai fermé les yeux.
l'image est revenue, fidèle, cruelle. Moi, jeune, debout sous les lampions d'un bal, regardant la porte du café où il n'est jamais entré. Et derrière moi, le regard de mon père, satisfait, comme quelqu'un qui observe une pièce de théâtre dont il connaît déjà la fin. Je ne me suis pas effondrée, j'aurais pu, je crois même que la jeune Clara en moi l'aurait fait. Elle aurait pleuré, crié, supplié le temps de revenir. Mais la femme que je suis devenue, celle qui restaure les fissures au lieu de les nier, a senti autre chose, une clarté froide, presque une dignité nouvelle. Je me suis levée, lentement. J'ai replié la lettre avec soin, comme un document précieux. Je l'ai glissée dans mon sac, contre mon carnet, contre mon portefeuille, contre ma vie actuelle. En sortant de l'ancien centre postal, l'air de Bordeaux m'a frappé au visage. Le jour était banal, des gens passaient, pressés. Personne ne savait qu'une histoire venait de se remettre à respirer. Je me suis dit très simplement, je ne peux pas laisser cette lettre être la dernière. Je ne cherchais pas une revanche, je ne cherchais pas un coupable à punir, je cherchais une chose plus rare, remettre de l'ordre dans la vérité et rendre à un amour sa place, même tardive, même fragile. Alors j'ai pris une décision, sans théâtre, sans grand geste. J'allais retrouver Julien et cette fois, je n'allais pas manquer le rendez-vous. Je n'ai pas foncé tête baissée vers les gares et les routes. Avant de chercher Juliane, je devais comprendre comment, exactement, une vie pouvait être déviée sans bruit. Il me fallait des faits, pas seulement des impressions, parce que la douleur, avec le temps, devient une conteuse capricieuse. Elle arrange, elle oublie, elle dramatise ou elle adoucit. Je voulais la vérité, dans sa forme la plus sobre. Le soir même, j'ai fermé mon atelier plus tôt. J'ai tiré les rideaux, laissé la ville dehors, et j'ai ouvert l'armoire où je rangeais ce que je n'ouvrais jamais, une boîte en carton gris, étiquetée d'une écriture que je reconnaissais à peine, ma mienne, plus jeune, plus décidée. À l'intérieur, il y avait des photos, un ruban fané, quelques lettres de ma mère et un carnet de cuir, celui de mon père. Je l'avais gardé par réflexe filial, par respect des morts, peut-être aussi par peur de découvrir que tout ce que j'avais senti était vrai. Mon père était un homme de chiffres, de dossiers, de signatures. Un homme qui croyait au monde comme à un registre où chacun devait tenir sa ligne. Le carnet n'était pas un journal intime, rien de sentimental. C'était un outil avec des dates, des noms, des notations brèves. Une écriture sèche, propre. Et pourtant, en le feuilletant, j'ai compris que c'était là que se cachait son vrai tempérament, dans la précision. La date du 14-07-1986 apparaissait, soulignée. À côté, Clara, à encadrer. 2 mots, comme on parle d'un tableau qu'on remet d'aplomb. Plus loin, une note sur courrier, à filtrer. Je me suis arrêtée, mes doigts se sont crispés sur la page. Il ne décrivait rien de façon choquante ou romanesque, il notait simplement une intention, contrôler ce qui me parvenait, comme s'il s'agissait d'une mesure de gestion. Je me suis surprise à murmurer « Tu as fait ça calmement ». Le plus terrible dans ce carnet n'était pas la colère, c'était l'absence de colère, une méthode, une organisation. Puis il y avait un passage qui m'a glacée de lucidité, une mention d'un scénario et d'un témoignage arrangé. Là encore, il ne s'étendait pas, mais l'idée était nette, fabriquer une version acceptable, faire croire à une histoire d'intérêt, d'argent, de départ opportun. Non pas pour me briser, sans doute, plutôt pour me ramener, pour me maintenir dans le périmètre familial, sous la bannière du bien. Je me suis assise au bord de mon canapé, le carnet ouvert sur les genoux. J'entendais la voix de mon père, celle d'autrefois, posée, convaincante, presque douce. Dans mon esprit, une autre question s'est imposée. Qu'est-ce qu'on fait de cela quand la personne n'est plus là pour répondre ? Je n'avais ni procès à intenter, ni vengeance à inventer. Il s'agissait d'un passé ancien, d'un père défunt,
de blessures qui ne se réparent pas avec des coups de théâtre. Mais il y avait quelque chose d'essentiel, reconnaître ce qui avait eu lieu et refuser de continuer à vivre dans la version fabriquée. J'ai pris une feuille blanche, j'ai écrit en lettres simples, comme on rédige une déclaration pour soi-même. 1. Une lettre m'a été destinée et n'est pas arrivée. 2. Une mise en scène a été construite pour me faire croire à une trahison. 3. Cette construction a orienté ma vie pendant des décennies. Ce n'était pas un acte juridique, pas encore. C'était un acte de conscience, le début d'une réparation. Puis j'ai fait ce que je n'avais jamais fait. J'ai parlé à mon père, à voix basse, dans mon salon. Tu as cru protéger, tu as surtout confisqué. Je ne te hais pas, mais je ne porterai plus ton silence. Cette nuit-là, j'ai rangé le carnet dans sa boîte, mais je ne l'ai plus refermé comme avant. La boîte n'était plus un tombeau, c'était une pièce à conviction intime, une preuve pour mon propre esprit. Et au matin, quand la lumière est entrée sur les murs de mon atelier, j'ai compris que ma route ne serait pas une fuite vers le passé. Ce serait une marche vers la vérité, avec une chose nouvelle en moi, une forme de liberté, née non pas de l'oubli, mais du regard enfin posé sur ce qui avait été fait. Alors seulement, j'ai cherché comment retrouver Juliane. Je n'ai pas annoncé mon départ comme on annonce une rupture. J'ai simplement laissé un mot à mon atelier, réglé les commandes urgentes et pris la route un matin clair, quand Bordeaux s'étire encore avant le tumulte. La voiture était chargée de peu de choses, un sac, la lettre, mon carnet et cette détermination tranquille qui n'a pas besoin de discours. Je ne partais pas pour rattraper le temps, je partais pour le regarder droit dans les yeux. Ma nièce Éléonore m'a rejointe à la sortie de la ville. Elle a 27 ans, un esprit vif, des gestes rapides et cette manière moderne de naviguer entre les cartes, les messages et les archives numériques comme si tout était à portée de main. Elle n'a posé qu'une question, simple et respectueuse. « Tu veux que je t'aide à chercher ?» J'ai hoché la tête. Les chemins d'aujourd'hui passent souvent par des écrans. Je n'avais aucune honte à m'y appuyer. Nous avons roulé vers l'est. Les vignes ont laissé place aux plaines, puis aux reliefs plus marqués. À chaque station-service, à chaque café pris sur le pouce, je sentais quelque chose se déposer en moi. Non pas une impatience, mais une respiration nouvelle, comme si le mouvement lui-même réaccordait une corde restée trop longtemps tendue. À Lyon, première halte sérieuse. Éléonore avait retrouvé une ancienne mention de Juliane dans un registre d'exposition collective, daté de la fin des années 80. Rien de spectaculaire, un nom, une adresse approximative, une note manuscrite d'un commissaire d'exposition. Mais c'était suffisant pour redonner de la matière à un homme que je n'avais connu que par l'absence. Nous avons marché le long des quais, le Rhône glissait, indifférent et majestueux. Je me suis surprise à raconter, non pas l'histoire entière, mais des fragments, un rire, une façon de tenir un pinceau, un silence partagé. Éléonore écoutait sans interrompre, comme on écoute une musique ancienne qu'on ne connaît pas, mais qu'on respecte. Le soir, dans une petite chambre d'hôtel, j'ai relu la lettre. Je ne cherchais plus des preuves, je cherchais une cohérence intérieure. La colère ne revenait pas. À sa place, une gratitude étrange, celle d'avoir enfin une direction. Le lendemain, nous avons repris la route vers l'ouest. La Bretagne nous appelait sans le dire. Entre-temps, chaque détour devenait un geste de soin. Les paysages, les repas simples, les échanges discrets avec des inconnus, tout contribuait à alléger ce que j'avais porté trop longtemps. Je comprenais alors que ce voyage n'était pas seulement une enquête, c'était une convalescence. On ne guérit pas en restant immobile au chevet des souvenirs, on guérit en acceptant de marcher, même lentement, même sans certitude. Quand les premières odeurs salines ont commencé à se mêler à l'air, j'ai su que nous approchions de quelque chose d'essentiel. Pas encore Juliane,
mais un espace où la vérité pourrait peut-être respirer à son tour. À Lyon, il restait un nom, un simple prénom associé à une adresse de quartier et à une activité devenue rare, une maison de thé. C'est Éléonore qui l'a repéré, avec ce mélange d'intuition et de méthode qui caractérise sa génération. Moi, j'ai suivi, attentive aux détails, comme on entre dans une toile ancienne. La boutique était étroite, chaleureuse, emplie d'odeurs de feuilles sèches et de bois scieries. Derrière le comptoir, un homme d'une 60aine d'années, au regard calme, nous a accueillis sans empressement. Quand j'ai prononcé le prénom de Julian, il n'a pas sursauté. Il a simplement levé les yeux, comme si ce nom avait toujours été là, en attente. « Il venait ici », a-t-il dit après un silence. « Souvent, longtemps. » Il nous a servi du thé, avec un soin presque cérémonieux. Puis il a raconté, sans embellir. Julian s'asseyait près de la fenêtre, chaque jour, à la même heure. Il regardait la rue, lisait parfois, dessinait parfois. Il attendait. 1 mois entier. Personne ne savait vraiment quoi ni qui, mais personne n'a jamais entendu de plainte. « Il parlait de vous », a ajouté l'homme, avec retenue, comme d'un lieu sûr. Ces mots ont fait leur chemin en moi. Un lieu sûr. Moi qui avais vécu persuadé d'avoir été quitté sans égard, j'apprenais que j'avais été malgré tout un refuge. L'homme a évoqué le moment où Julian avait cessé de venir, non par amertume, mais par nécessité. La vie, a-t-il dit, l'avait emporté ailleurs. Il n'a jamais cherché à réécrire l'histoire, il a continué. En sortant de la boutique, j'ai senti une transformation discrète. La rancœur, cette compagne silencieuse, se dissolvait. À sa place, une reconnaissance profonde pour la patience d'un homme qui n'avait rien exigé. Je me suis arrêtée sur le trottoir, j'ai respiré. Il m'a attendue, ai-je murmuré. Éléonore a posé sa main sur mon bras. Rien de plus, rien de moins. Ce témoin hésitant n'avait pas apporté de révélation spectaculaire, il avait offert mieux, une confirmation douce, humaine, irréfutable. Julian n'avait pas trahi, il avait espéré, puis il avait vécu. Et moi, désormais, je pouvais avancer sans le poids du soupçon. La route vers la Bretagne n'était plus une quête chargée de reproches, elle devenait un chemin vers la gratitude, et peut-être vers des mots longtemps retenus. Nous avons quitté Lyon à l'aube. La route semblait plus douce, comme si elle s'était elle-même accordée à mon état d'esprit. Je n'attendais plus un homme figé dans mes souvenirs, j'allais à la rencontre d'une vie qui avait continué sans moi, avec ses détours, ses efforts, ses silences courageux. C'est en Bretagne que les informations ont pris une forme plus précise, non pas par des archives officielles ou des annonces éclatantes, mais par des voix, des traces modestes, des récits transmis avec pudeur. Un ancien confrère, contacté par Éléonore, nous a parlé d'un accident professionnel survenu des années plus tôt. Rien de détaillé, rien de spectaculaire, simplement une épreuve qui avait changé le rapport de Julian au monde visible. Il avait perdu une partie de sa vision, pas au point de s'éloigner des autres, mais suffisamment pour devoir réinventer son quotidien. J'ai reçu cette nouvelle sans effondrement, peut-être parce que je sentais, depuis le début de ce voyage, que Julian appartenait à cette catégorie rare d'êtres humains qui transforment l'obstacle en langage. On m'a raconté comment il avait renoncé à l'agitation des ateliers urbains, comment il avait appris à reconnaître les formes autrement, par le toucher, par la lumière, par le rythme des saisons. Ce n'était pas une histoire de chute, mais de déplacement intérieur. Un nom est revenu à plusieurs reprises, un petit monastère côtier, ouvert sur la mer, connu pour son jardin et son accueil discret. Julian y avait trouvé un refuge actif. Il n'y était pas retiré du monde, il y participait autrement. Il s'occupait de la terre, des plantes, des gestes répétitifs qui apaisent l'esprit et affinent la perception. Quand nous avons approché de ce lieu, le vent marin s'est levé.
Il portait une odeur de sel et d'herbe. Je me suis arrêtée quelques instants avant d'entrer, comme on s'arrête avant une conversation importante. Ce que j'allais découvrir n'était pas une blessure à consoler, mais une force à reconnaître. Je pensais à toutes ces années où j'avais cru Juliane fragile, dépendant de mon souvenir, figé dans un passé malheureux. La réalité était plus digne. Il avait construit une vie qui ne demandait ni pitié ni réparation, seulement du respect. Cette prise de conscience m'a profondément apaisée. Je n'étais pas là pour sauver qui que ce soit, je venais pour rencontrer un homme qui avait su traverser l'épreuve avec une élégance silencieuse. En marchant vers le jardin du monastère, j'ai senti que ma propre histoire se rééquilibrait. La souffrance ancienne ne disparaissait pas, mais elle cessait d'être le centre. À sa place, il y avait une admiration nouvelle pour la capacité humaine à s'adapter sans se renier. Je me suis dit alors que quelle que soit l'issue de notre rencontre, ce voyage avait déjà porté ses fruits. Il m'avait appris que la dignité ne se mesure pas à ce que l'on perd, mais à ce que l'on choisit de cultiver après. Et tandis que les rangées de lavandes se dessinaient devant moi, j'ai compris que Juliane n'avait pas seulement survécu, il avait trouvé une manière d'habiter le monde, différente, plus lente, mais profondément juste. C'est avec cette certitude calme et respectueuse que je me suis approchée du lieu où nos chemins allaient, enfin, se croiser de nouveau. Le jardin du monastère n'avait rien d'un décor arrangé pour impressionner. Il était simple, travaillé avec patience, comme une phrase qu'on réécrit chaque saison pour la rendre plus juste. La mer était proche, on l'entendait sans la voir, une respiration régulière derrière les murs, et partout il y avait cette présence, la lavande, l'armoise, le romarin, des plantes qui parlent au sens avant de parler à l'esprit. Je marchais lentement. Éléonore, à côté de moi, ne touchait à rien. Elle avait compris, sans que je le lui dise, qu'il fallait laisser ce moment se dérouler à sa vitesse naturelle. Ici, on ne rattrape pas 40 ans, on les traverse avec délicatesse. Au bout d'une allée, un homme était penché sur un massif. Son dos était légèrement voûté, non par faiblesse, mais par habitude de se rapprocher de la terre. Ses gestes étaient précis, presque tendres. Il attachait une tige, vérifiait une feuille, retirait une herbe indésirable avec la même attention qu'un restaurateur retire une poussière d'un tableau ancien. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Puis il s'est redressé et le temps a fait ce qu'il fait de plus étrange. Il a superposé deux visages. L'homme que je voyais avait les cheveux blanchis, les traits creusés par le vent et la vie, mais la ligne de la bouche, la manière de tourner la tête, ce petit arrêt avant de sourire, c'était lui, Juliane. Je me suis arrêtée. Mon cœur battait comme si j'avais 25 ans et aucune défense. J'ai senti la lettre dans mon sac contre ma poitrine comme une preuve qu'on ne peut pas réfuter. Il a incliné légèrement la tête, comme s'il écoutait quelque chose d'invisible. Ses yeux ne se fixaient pas sur moi avec la netteté d'autrefois, mais son visage s'est éclairé d'une compréhension lente, profonde, et avant que je puisse dire un mot, il a murmuré « verveine ». Ce mot a traversé l'air comme une clé retrouvée. La verveine était mon parfum de jeunesse, celui que ma mère faisait infuser le soir, celui que Juliane reconnaissait sur mes poignets quand je l'aidais à nettoyer ses pinceaux. Il venait de me reconnaître, non pas par la vue, mais par la mémoire des sens. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti les larmes monter, puis se retenir, comme si mon corps, lui aussi, voulait rester digne. « Juliane », ai-je dit simplement. Il a fait un pas, puis un autre, pas pressé, pas dramatique, une approche prudente, respectueuse, comme s'il craignait de troubler une eau calme. « Je pensais que tu avais trouvé la paix », a-t-il soufflé. Sa voix était plus grave, mais toujours la même pudeur. Ce n'était pas une voix qui réclame, c'était une voix qui s'inquiète doucement du bien de l'autre. Je lui ai tendu la lettre, pas comme une arme, pas comme une accusation, comme on tend un objet perdu, enfin rendu. Il a effleuré l'enveloppe du bout des doigts, puis l'a portée près de lui, sans l'ouvrir. Il n'en avait pas besoin tout de suite. Il savait.
Son visage s'est serré un instant, puis s'est relâché dans un calme presque lumineux. « Elle a fini par te trouver », a-t-il dit. Nous nous sommes assis sur un banc de pierre, à l'ombre légère d'un figuier. Éléonore s'est éloignée, avec une discrétion parfaite, laissant entre nous un espace de vérité. Je cherchais des phrases, des explications, des excuses immenses, mais tout ce que j'avais préparé intérieurement s'est dissous au contact de sa simplicité. Je me suis trompée, ai-je dit simplement. Il a levé la main, doucement, sans couper, sans dominer, juste pour apaiser. Tu as vécu comme tu as pu, moi aussi. Il n'y avait pas de reproche, pas de mise en scène, seulement une reconnaissance mutuelle. Nous avions été pris dans une histoire qui nous dépassait, et nous avions fait ce que font les êtres humains quand ils n'ont pas toutes les informations. Ils avancent, à l'aveugle parfois, mais ils avancent. Le vent a bougé la lavande, une vague au loin a frappé les rochers, et je me suis surprise à sourire, un sourire fragile, mais vrai. Je ne suis pas venue pour réparer le passé, ai-je dit. Je suis venue pour te rendre ta place dans ma vérité. Il a tourné légèrement la tête vers moi, comme pour mieux m'entendre. Alors reste un moment, juste un moment. Et dans ce jardin simple, entre la mer et les plantes, j'ai compris que le vrai sommet d'une histoire n'est pas toujours un choc. Parfois, c'est un silence partagé qui, enfin, ne fait plus mal. Je suis restée 3 jours près du monastère. 3 jours sans programme, sans urgence, sans cette agitation intérieure qui m'avait portée jusque-là. Julien et moi parlions peu, mais chaque parole trouvait sa place, comme une touche de lumière sur une toile restaurée. Le reste du temps, nous marchions dans le jardin, où nous nous asseyions face à la mer, laissant le vent faire son travail, lisser les angles, calmer les nœuds. C'est au 3e jour que l'idée s'est imposée, nette, presque évidente. Je ne voulais pas seulement retrouver Julien, je voulais aussi rétablir ce qui avait été injustement effacé, son nom, son œuvre, sa dignité d'artiste, pas par vengeance, par équilibre. Je lui ai parlé de Bordeaux, de mon atelier, des murs blancs où j'accrochais parfois des tableaux d'inconnus pour leur offrir une seconde vie. Je lui ai dit que dans un carton oublié, j'avais encore des croquis de lui, des reproductions, des photos d'une exposition ancienne. Il a écouté sans se défendre, sans se vanter, comme si tout cela appartenait à une autre personne. « Je ne peins presque plus, a-t-il dit. Je jardine. Ici, c'est suffisant. » J'ai compris alors le point délicat. Je ne devais pas lui imposer mon idée comme on impose une réparation. La dignité ne se force pas, elle se propose. Ce n'est pas pour te ramener en arrière, Julien, c'est pour te rendre visible, sans te voler ta paix. Il a gardé le silence longtemps, puis il a posé sa main sur le banc, cherchant une aspérité dans la pierre, comme s'il y trouvait une réponse. « Si tu fais cela, a-t-il dit, fais-le proprement, sans bruit, sans humiliation pour personne. » Cette phrase m'a touchée. Même après tout, il refusait la cruauté. Il ne voulait pas gagner, il voulait que la vérité soit tenue avec élégance. De retour à Bordeaux, j'ai senti une énergie nouvelle, calme et précise. J'ai commencé par ce que je connaissais, l'ordre des choses. J'ai appelé une amie galeriste, discrète mais respectée. Je lui ai parlé d'un peintre retiré, d'un travail sensible, d'une histoire ancienne qui méritait d'être éclairée. Je n'ai pas raconté la lettre au téléphone. Certaines choses se disent d'en face, à voix basse. Ensuite, j'ai rassemblé les pièces, catalogues jaunis, coupures d'articles, photos d'ateliers, et même quelques toiles que j'avais conservées sans savoir pourquoi, comme si mes mains avaient anticipé ce retour. Éléonore m'a aidé à numériser, à contacter des collectionneurs, à retrouver des traces administratives simples, des inscriptions, des prêts, des signatures. Rien d'agressif, rien de spectaculaire, juste un travail patient, respectueux, presque artisanal, à l'image de la restauration. Il y avait aussi une dimension plus intime, mais essentielle, rendre à ma famille une vérité qu'elle avait enveloppée de silence. J'ai demandé un rendez-vous à mes enfants, chez moi, un dimanche midi. Je n'ai pas convoqué, je n'ai pas accusé. J'ai préparé une table simple, avec du pain frais, un plat qui mijote,
et ce calme que les mères savent installer quand elles veulent être entendues. Je leur ai lu la lettre, puis j'ai posé à côté quelques notes du carnet de mon père, sans détails inutiles, sans noirceur, juste assez pour comprendre que l'histoire officielle n'était pas entière. Le silence qui a suivi n'était pas hostile, c'était un silence de réajustement, celui qu'on a quand on réalise que les adultes qui nous ont élevés ont aussi eu leur zone d'ombre. « Maman, a dit mon fils, lentement, tu veux faire quoi maintenant ?» J'ai répondu sans trembler. « Je veux que Julien revienne à Bordeaux pour une exposition, pas pour régler des comptes, pour que son travail existe là où il a été nié, pour que la vérité soit enfin publique, mais douce. » Ma fille a hoché la tête. Éléonore a souri, déjà en train d'imaginer l'affiche, la lumière, l'accrochage. Et à cet instant, j'ai ressenti une forme de justice rare, celle qui ne punit pas, mais qui répare. Dans mon atelier, le soir, j'ai choisi un mur vide. Je l'ai regardé longuement. Je savais déjà ce que je voulais y accrocher. Non pas un triomphe, non pas un scandale, mais des saisons de peinture, sauvées du silence, offertes enfin à ceux qui sauraient regarder. C'était ma manière de dire au passé « tu ne dirigeras plus ma vie » et au présent « tu peux, encore, devenir lumineux ». L'exposition n'a pas été annoncée comme un événement spectaculaire, aucun slogan tapageur, aucun récit dramatique mis en avant. Juste un titre sobre, inscrit en lettres fines sur un carton ivoire. Julien, travaux choisis. C'était suffisant. Ceux qui savent reconnaître la justesse n'ont pas besoin qu'on élève la voix. Le jour de l'accrochage, mon atelier s'est transformé. Les murs, d'ordinaire silencieux, semblaient attendre. Les toiles de Julien, restaurées avec soin, mais sans excès, reprenaient leur place naturelle dans l'espace. Certaines dataient d'avant sa disparition, d'autres avaient été réalisées plus tard, avec cette manière particulière de suggérer la forme plutôt que de l'imposer. Il y avait là une continuité, une fidélité à un regard intérieur. Julien est arrivé discrètement, accompagné d'un fer du monastère. Il n'a pas cherché à s'installer au centre, il s'est tenu légèrement en retrait, attentif aux voix, aux pas, aux respirations. Je l'ai observé, ému par cette modestie intacte. Rien chez lui ne réclamait réparation, tout témoignait d'une paix acquise par le travail et l'acceptation. Mes enfants sont venus les premiers. Ils ont regardé les tableaux en silence, comme on lit une lettre qu'on n'avait jamais reçue. Puis les petits-enfants sont entrés, curieux, spontanés. L'un d'eux a demandé pourquoi les couleurs semblaient respirer. Julien a souri. Il a répondu simplement « parce qu'elles ont pris leur temps ». Cette phrase a circulé comme une évidence. Elle parlait de peinture, bien sûr, mais aussi de vie. Autour de la table dressée sous la vigne le soir, les générations se sont mêlées sans effort. Il n'y avait pas de discours solennel, pas de mise au point théâtrale. Les questions venaient naturellement. Pourquoi n'avions-nous jamais entendu parler de lui? Comment avait-il traversé ces années? Qu'est-ce que cela changeait maintenant? Je répondais avec mesure. Je ne cherchais pas à réécrire l'histoire familiale en noir et blanc. Je disais seulement ceci. Nous avons tous hérité de silence, mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Éléonore, assise près de Julien, lui montrait des photos de l'exposition sur son téléphone. Elle expliquait comment aujourd'hui une œuvre peut voyager autrement, toucher des regards lointains, sans perdre son âme. Julien écoutait, intéressé mais prudent. Il ne voulait pas être emporté par un monde trop rapide, et c'était très bien ainsi. Je regardais cette scène avec une émotion paisible. Autrefois, j'avais cru que ma vie avait été coupée en deux. Je comprenais maintenant qu'elle avait simplement attendu une continuité différente. Ce qui me semblait perdu avait trouvé d'autres chemins, d'autres formes. Les enfants riaient, les vers s'entrechoquaient doucement. Les vignes autour de nous portaient des grappes encore vertes, promesses silencieuses de maturité. Tout était là, le passé reconnu, le présent habité, l'avenir ouvert. À un moment, mon fils m'a prise à part. « Tu sais, maman, cette histoire nous apprend quelque chose. » « Quoi donc ?
qu'on ne doit jamais se contenter d'une seule version. J'ai hoché la tête. C'était peut-être la plus belle transmission que je pouvais offrir. Quand la nuit est tombée, Julien s'est approché de moi. « Tu as fait cela avec justesse, Clara. Tu n'as rien volé à personne. » Je lui ai répondu doucement. J'ai simplement rendu ce qui avait été mis de côté. En refermant la porte de l'atelier ce soir-là, j'ai senti une gratitude profonde. Les générations ne s'étaient pas affrontées, elles s'étaient reconnues, et dans cette reconnaissance, quelque chose de très ancien s'était enfin apaisé. Il ne restait plus qu'une chose à vivre, non pas un aboutissement spectaculaire, mais un dernier moment de vérité tranquille, là où tout avait commencé, autrement, au bord de la mer. Nous sommes retournés en Bretagne à la fin de l'été, quand la lumière devient plus basse et que les jours, sans s'excuser, commencent à raccourcir. Rien ne pressait, l'exposition avait trouvé son rythme, sa place discrète dans la ville. Julian avait accepté que certaines œuvres voyagent, d'autres non. Nous avions appris, tous les deux, à choisir sans nous justifier. La mère nous attendait comme une vieille amie. Elle n'avait pas changé, ou peut-être que si, mais elle ne demandait aucune explication. Nous nous sommes assis sur un banc de bois, face à l'horizon. Le vent jouait avec mes cheveux. Julian, à côté de moi, tenait une tasse chaude entre ses mains, comme on tient une encre légère. Nous ne parlions pas beaucoup. À cet âge, on sait que certaines phrases n'ont plus besoin d'être prononcées pour exister. Le silence n'était plus une absence, c'était une présence pleine, dense, confortable. Je repensais à la lettre. 40 ans plus tôt, elle avait été écrite pour provoquer un départ, une vie nouvelle. Elle avait échoué à ce moment-là. Mais peut-on vraiment parler d'échec quand le temps transforme la destination sans en trahir le sens? La lettre n'avait pas changé le passé, elle avait éclairé le présent. Et c'était peut-être cela sa véritable mission. « Tu sais, ai-je dit doucement, je ne regrette pas ma vie. » Julian a tourné légèrement la tête vers moi, attentif. « Moi non plus, a-t-il répondu, même avec les détours. » Nous avons souri. Ce n'était pas un sourire de jeunesse retrouvée, ni de promesses tardives. C'était le sourire de deux personnes qui se reconnaissent enfin sans se demander ce qu'elles auraient pu être. Autour de nous, la Bretagne respirait lentement. Un couple passait, main dans la main. Plus loin, des enfants riaient. La vie continuait, sans se soucier de nos histoires intimes. Et pourtant, je sentais que la mienne avait trouvé une forme d'achèvement doux. Je repensais aux vignes de Bordeaux, aux grappes qu'on laisse parfois mûrir plus longtemps pour en tirer une saveur plus profonde. Les vendanges tardives ne donnent pas plus de raisins, elles donnent autre chose, une intensité calme, une richesse qui ne se révèle qu'à ceux qui savent attendre. Notre histoire ressemblait à cela. Nous n'avons pas cherché à rattraper les années, nous n'avons pas parlé de ce que nous aurions pu être ensemble, nous avons simplement accepté ce que nous étions devenus, deux vies complètes traversées par une vérité retrouvée. Avant de partir, Julian a glissé la lettre dans mon sac avec délicatesse. « Garde-la, a-t-il dit, elle t'appartient. » Je l'ai serrée contre moi, non plus comme une preuve, mais comme un témoin de ce que l'amour, même contrarié, peut rester digne, un témoin de ce que la vérité, même tardive, peut réparer sans détruire. En reprenant la route, j'ai jeté un dernier regard vers la mer. Je ne me sentais pas ni nostalgique, ni mélancolique, je me sentais entière. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour évoquer une injustice ancienne, c'est pour rappeler ceci. Il n'est jamais trop tard pour éclairer un malentendu, pour rendre une place, pour choisir la paix plutôt que le ressentiment. Certaines récoltes prennent plus de temps, elles ne sont pas moins précieuses, elles sont simplement mûres autrement. En refermant cette histoire, je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu une revanche, ni même une réparation spectaculaire. Ce que j'ai traversé ressemble davantage à une lente décantation. Comme le vin qu'on laisse reposer, non pour qu'il devienne plus fort, mais pour qu'il devienne plus juste.
Pendant des décennies, j'ai cru qu'il fallait choisir entre le souvenir et l'avenir, entre pardonner ou accuser, entre oublier ou s'endurcir. La vérité est plus subtile. Nous portons souvent des récits incomplets, transmis sans malveillance consciente, mais avec des silences lourds de conséquences. Ces récits sassonnent nos décisions, nos renoncements, parfois toute une vie. Ce que cette histoire m'a appris, c'est d'abord la valeur du temps long. Le temps ne répare pas tout, contrairement à ce qu'on dit, mais il offre une chose essentielle, la possibilité de regarder autrement. Ce regard nouveau ne nie pas la douleur passée, il l'apaise en lui donnant du sens. J'ai aussi compris que la justice la plus profonde n'est pas toujours celle qui expose ou qui condamne. Elle existe une justice plus discrète, presque invisible, qui consiste à remettre chaque chose à sa juste place. Un amour réhabilité, un non rendu, une vérité dite sans violence. Cette justice-là n'humilie personne, elle libère. Enfin, j'ai appris que la transmission ne se fait pas seulement par ce que l'on raconte, mais aussi par ce que l'on ose questionner. En partageant cette histoire avec mes enfants et mes petits-enfants, je ne leur ai pas offert un passé parfait, je leur ai offert le droit de douter, de chercher, de ne pas se contenter d'une version unique. Et vous qui m'écoutez aujourd'hui, y a-t-il dans votre vie une histoire que vous avez toujours acceptée sans jamais la revisiter ? Un silence familial, une rupture ancienne, une décision prise sur un malentendu ? Avez-vous déjà découvert tardivement qu'une vérité pouvait transformer votre regard sur toute une existence ? Si cette histoire résonne en vous, je vous invite à prendre un instant, pas pour rouvrir des blessures, mais pour écouter ce que le temps vous murmure aujourd'hui. Parfois, il ne demande pas de corriger le passé, seulement de l'éclairer. Si vous en avez le désir, partagez votre propre histoire, une histoire de réconciliation, de compréhension tardive ou simplement de paix retrouvée. Vos mots, comme les miens, pourraient devenir une lumière pour quelqu'un d'autre, car nos vies, même cabossées, même traversées de détours, portent toutes leurs vendanges tardives, et elles méritent elles aussi d'être écoutées.